Je reçois Silas Mimile Makangu. Bienvenue. Merci beaucoup, Fabien. Vous êtes consultant en leadership. En effet. Première question, qui est leader et qui ne serait pas leader? Très belle question. Qui est leader? Le leader, c'est cet homme, cette femme, cet individu, dirais-je, qui fait d'une vision qui au départ était personnelle, était individuelle, il en fait une vision collective. Le leader, c'est celui qui est capable de concevoir une vision, un idéal à poursuivre. Au départ, l'idéal était individuel, mais l'on juge son leadership lorsque cet individu est capable de faire de ce qui est individuel, était individuel ou personnel, pour en faire quelque chose de collectif. Lorsque la vision peut être poursuivie par vous et par vous seul, vous êtes certainement un visionnaire, mais vous n'êtes pas un leader. Le leader, c'est celui qui est capable d'emballer les autres, d'intéresser les autres, pour leur faire voir le bien fondé de cette vision, qui ne devait plus être personnelle ou individuelle, mais plutôt collective. Lorsque vous êtes capable de nous amener à intégrer cette vision et à la poursuivre, avec ou sans vous, comme je le dirais la fois dernière, un véritable leader, c'est celui qui cesse d'être indispensable quant à l'accomplissement de cette vision qu'il a lui-même engendrée. Le leader n'est pas celui qui occupe la première position du point de vue hiérarchique. On peut avoir la prééminence hiérarchique sans forcément être un leader. Le leader n'est pas celui qui est bourré de diplômes. On peut avoir autant de diplômes qu'on a glanés dans son parcours académique sans pour autant être leader. Le leader, c'est celui-là qui, par la qualité de la vision qu'il poursuit, est capable de montrer aux autres la voie. Non pas dans le but de les manipuler, mais dans le but de les transformer tout au long de leur parcours ensemble, quittant là où ils sont pour aboutir à l'accomplissement de cette vision. Le leader, c'est aussi celui qui s'érige en modèle. Parce qu'un leader n'est pas suivi à cause de ce qu'il dit. Le leader est suivi aussi à cause de ce qu'il fait et à cause de ce qu'il est. Donc, le leader se focalise à la fois sur ce que lui-même est. Le leader se focalise aussi à la fois sur ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il prêche par l'exemplarité. Un leader ne peut pas être un s'il n'est pas un modèle. C'est qui un leader? Un leader, c'est aussi celui-là qui, alors qu'il fait son parcours avec ses partenaires ou ses collaborateurs, se rassure que ce n'est pas seulement la vision qui doit s'accomplir, mais aussi ses personnels qui l'accompagnent devront aussi atteindre la meilleure version d'eux-mêmes. C'est-à-dire, là on parle de leadership transformationnel. Je voudrais que dans les 5 prochaines années que nous accomplissions X ou Y chantier, mais on ne va pas juger mon leadership simplement parce que le chantier a été achevé. Quelles sont devenues les personnes qui ont concouru, qui ont travaillé pour l'érection de ces chantiers ou de ces bâtiments? Donc le leader ne se focalise pas seulement sur ce qui doit être fait, mais il se focalise aussi sur la qualité des hommes qui l'accompagnent. Ainsi, on parlera d'un véritable casting rigoureux. D'où le casting rigoureux. Mais comment allez-vous faire un véritable casting si vous-même, vous n'avez pas bien défini votre vision ou votre idéal que vous allez suivre? Parce que le casting sera toujours proportionnel aux ambitions poursuivies. Vous n'aurez pas besoin d'un pilote d'avion si vous pensez que votre voyage va s'effectuer par une pirogue. Vous n'aurez pas besoin d'un capitaine de navire si vous pensez que vous voyagerez à bord d'un bus. Il faudrait au préalable définir ce que l'on veut. Quand est-ce qu'on le veut? Comment est-ce qu'on le veut? Et c'est en fonction de cela qu'on va procéder au casting. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans le domaine du management moderne et même de leadership, on parle de smart casting. Le smart casting, c'est-à-dire casting intelligent, c'est lorsque vous placez les personnes qu'il faut aux fonctions qui leur correspondent. Et ici, la question de la loyauté s'impose. Mais cette question de la loyauté peut aussi devenir un piège. Là, vous êtes dans le critérium de sélection de ceux qu'un leader
doit choisir. Doit choisir pour être autour de lui et matérialiser la vision. Parce que la survie de votre vision repose sur la qualité des hommes qui vous accompagnent. Le président John Fitzgerald Kennedy disait par exemple en 1960, il disait que l'on reconnaît la grandeur d'un homme d'État dans la composition de ceux qui vont travailler, dans la composition de son équipe. Aux États-Unis, on parle de l'administration, dans la composition de son administration. Et ici, une fois de plus, on revient à ce que j'appelais tantôt un smart casting. Le smart casting, il faudrait d'abord que je sache qu'est-ce qu'il y a à faire pour que ma vision s'accomplisse. Donc, meilleure sélection. Meilleure sélection. On croirait que ce sont des gens qui étaient venus au monde pour accomplir ce but-là. Et pour cela, au départ, vous devez d'abord maîtriser les aboutissants. Vous devez d'abord connaître, maîtriser votre vision pour savoir qu'est-ce que cela requiert comme compétence. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau qu'on peut parler d'une véritable gageure quand on sait que l'homme est imprévisible, au-delà des compétences, au-delà des performances, il y a un problème d'éthique. En effet. Il y a un problème de loyauté. Il y a un problème de loyauté. Il y a un problème d'éducation. En effet. On peut être, mais tout cela peut être très, très bien instruit, mais pour avoir un souci sur le plan éducationnel. Mais c'est juste... Alors, est-ce que ce n'est pas ça le véritable défi? Mais c'est justement cela qui nous pousse à redéfinir ce qu'est une compétence. Parce que hier, la compétence a beaucoup plus été définie comme étant technique, comme étant sectorielle. On disait de quelqu'un qu'il est compétent s'il sait filmer avec la caméra. Donc on va engager un caméraman parce qu'il est compétent. Mais on ne se posait pas la question, est-ce qu'il est aussi compétent lorsqu'il néglige, par exemple, de sortir la pile de la caméra? Est-ce qu'être compétent, c'est simplement avoir des plans... Des plans, voilà. Des plans dont exigés voilà. par la mais profession. Quand on se rend compte qu'il est négligent dans son travail, en dépit de la qualité des plans, il laisse la pile à l'intérieur. Quand on se rend compte pendant le filmage, il est sur son smartphone, comment on appelle sur il arrive en retard. Voilà. Il arrive en retard. Oui. Et quand il arrive en retard, il vous dit que j'ai oublié la pile. Ou encore, quand facilement il peut prendre la caméra à l'insu de ses autorités hiérarchiques pour aller filmer au mariage de sa petite sœur ou bien de son ami. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, la question de la compétence a besoin d'être redéfinie. Hier, on disait de quelqu'un qu'il est compétent parce qu'il est un bon technicien de droit. Mais est-ce que du point de vue de la moralité, est-ce que du point de vue de l'exemplarité? Donc la question de la moralité aujourd'hui et de la compétence, voulais-je dire, est une question très élargie. D'où le leader doit se poser la question sur non pas seulement les compétences techniques, mais aussi les compétences humaines de manière générale. Est-ce que la personne est loyale? Est-ce que la personne est prête à subir les pressions? Aujourd'hui, vous allez dans de grandes entreprises, on va vous exiger, on va vous poser par exemple la question, Monsieur Fabien, êtes-vous de travailler sous pression? Voyez-vous? Êtes-vous capable de travailler sous pression? Êtes-vous capable de conduire et de rester focalisé sur votre volant quand les passagers qui sont à bord de votre bus commencent à vous insulter, commencent à huer sur vous? Donc la compétence n'est pas seulement le fait de déplacer les bus, mais c'est aussi de continuer à garder son cap, à se maîtriser soi-même, en dépit des pressions que vous pourriez subir. La question de l'éthique, elle est indispensable. Aujourd'hui, tout le monde vous parle de l'intelligence émotionnelle que l'on croit être plus important, voyez-vous, plus important que le quotient intellectuel, voyez-vous. Donc le quotient émotionnel qu'on place aujourd'hui au-dessus du quotient intellectuel. Parce qu'on s'est rendu compte qu'un ingénieur, bon dans son travail, mais pour des besoins d'ordre social, peut brader son travail. Voyez-vous, en construisant quelque chose qui demain risquerait d'être un danger public. Aujourd'hui, on dit que telle personne parle bien, et c'est un bon journaliste, mais pour des besoins sordides, va placer une mauvaise information, d'où la question de la compétence, M. Fabien, requiert à ce que nous puissions élargir son champ.
On n'est pas compétent seulement parce qu'on est détenteur de connaissances techniques. On est aussi compétent lorsque votre prestation aujourd'hui ne constituerait pas un demain ou un préjudice pour les autres secteurs qui travaillent en connivence avec vous. Vous dites que malgré le nombre d'habitants d'un pays, sa force réside dans la qualité de son élite. En effet. La crème qui émane de la population. Quel est le problème au Congo, si nous pouvons contextualiser justement... S'il faut contextualiser, je savais que vous êtes un grand passionné du Congo. Vous avez le Congo dans votre, dans votre sang et dans votre subconscient. Et les problèmes du Congo, comme je pense que ce n'est pas péjoratif. Nullement, nullement. C'est très émotionnel. Non, ce n'est pas émotionnel, mais je pense que, au fait, c'est comme ça que nous devons vivre notre patriotisme. Et c'est ce qu'il faudrait faire émerger dans les chefs de chaque citoyenne et chaque citoyen congolais. Ça, c'est une qualité. C'est une qualité. Alors, je voulais dire, le problème du Congo, c'est un problème c'est le problème de son élite. L'élite congolaise n'est pas adaptée, n'est pas assez équipée, n'est pas assez éduquée, n'a pas été érigée, n'a pas été pensée conformément aux problèmes auxquels fait face leur société, c'est-à-dire le Congo. Le Congo, en tant qu'espace géographique, n'a pas de problème. Le Congo, en tant que mosaïque ethnique, n'a pas de problème. Le problème du Congo, c'est le problème de son élite. L'inadéquation entre les niveaux d'abnégation, d'engagement, de lucidité de cette élite et les problèmes que l'espace géographique représente. Voyez-vous? Donc, en réalité, l'on croirait que l'on nous fait la guerre, l'on nous fait subir tout ce que nous subissons à cause de ce que notre sol regorgerait. Mais j'aimerais ici peut-être extrapoler. Mais c'est Fabien, le problème que nous subissons et ses récurrences, la récurrence de ces problèmes plutôt, vient du fait que notre élite, notre personnel intellectuel, notre personnel politique au premier plan, n'a pas été assez équipé moralement, intellectuellement et spirituellement pour prendre à bras le corps la destinée d'une nation ou d'un espace aux dimensions continentales. Même 62 ans après. Même 62 ans après, parce que le problème n'est pas le nombre d'années. L'amélioration, M. Fabien, ne vient pas avec le temps. L'amélioration a toujours été intentionnelle. Il ne faudrait pas commencer à comptabiliser le nombre d'années comme si une nation s'améliore au fur et à mesure que les années passent. Au contraire, l'inaction conduit à la destruction et non pas à la construction ou au développement. Regardez par exemple, lorsque nous accédons à la veille de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, nous avons eu deux grands événements politiques qui se tiennent à Bruxelles, les deux fameuses tables rondes. Première table ronde, c'était la table ronde politique. Je crois du 20 janvier au 20 février, si ma mémoire ne me trahit pas. C'était pour la toute première fois où on a vu l'homme politique congolais parler d'une seule voix. À telle enseigne que même ceux qui étaient adversaires politiques de Lumumba ont exigé sa présence à Bruxelles. L'engouement dans lequel s'est engagé ces personnels politiques congolais autochtones, on croirait que les gens ont finalement compris que c'est à eux que revenait la responsabilité de conduire la masse vers une destinée glorieuse. Mais au mois d'avril, lorsque l'on va cette fois-là procéder à la table ronde économique, quel constat l'on va faire? C'est que toutes les grandes figures qui étaient présentes à la table ronde politique ont séché la table ronde économique. C'est là où je parlais du fait, je disais que le personnel politique, l'élite congolaise n'a pas été assez éduquée, assez pensée et orientée par rapport aux enjeux que leur pays représente. Pourquoi? Parce qu'on a plus cru que les problèmes étaient d'ordre politique d'abord et on a relégué les questions économiques au second plan, où tout le monde s'est fait presque représenter. Lumumba s'est fait représenter par Mobutu.
Mais vous allez constater que dans la partie belge, la Belgique a maintenu le même personnel qui a été présent à la table ronde politique, mais on a encore ajouté d'autres experts ou spécialistes du domaine économique. Et les gens comme de Thomas Kanza et autres avaient en face d'eux leurs propres professeurs qui les enseignaient à l'université. Des gens... Ça ne nous poursuit pas jusque maintenant. Ça nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Parce que dans des grandes rencontres, on préfère justement placer en face des partenaires des gens qui à peine comprennent la chose. Bon, membres de famille, soit ce sont les copains, soit voilà. Ce sont les peut-être voilà, des gens en face de ceux qui savent ce qu'ils négocient. Et par moment, quand ils nous regardent en face, il y a un déséquilibre. Vous voyez que les experts qu'on a cherchés se regardent, disent, mais en face de nous, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'on préfère envoyer les membres des partis politiques en lieu et place d'envoyer des technocrates, en lieu et place d'envoyer des personnes véritablement compétentes. Cette absence d'une vision économique nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous? Pourquoi? Je reviens encore à ce que le président John Fitzgerald disait, je reviens encore à John Fitzgerald Kennedy, qui disait que c'était une aberration, je l'ai dit d'ailleurs dans mon ouvrage, pour une nation de se croire indépendant politiquement si elle ne l'est pas d'abord économiquement. Pourquoi? Parce que l'indépendance est d'abord d'ordre économique. 80% des guerres que le monde a eu à connaître avaient pour origine les ambitions économiques. Une nation est d'abord économiquement forte avant de l'être financièrement, avant de l'être militairement, avant de l'être diplomatiquement, parce que pour faire la guerre, il faut beaucoup de moyens. Et pour former les soldats, il faut beaucoup de moyens. Les envoyer dans les meilleures académies militaires à travers le monde, faire venir les instructeurs, il faut beaucoup de moyens. Pour avoir un appareil diplomatique très représentatif, il faut beaucoup de moyens. Il faut prendre en charge. C'est le prestige. C'est le prestige. Oui. Et on n'est pas prestigieux quand on est pauvre. Prestige et pauvreté ne riment pas ensemble. Donc, je reviens encore à cette inadéquation. Lorsque l'on regarde ce que l'élite est et les enjeux que la nation, auxquels la nation fait face, vous vous rendez compte, monsieur Fabien, qu'il y a inadéquation. Nous ne sommes pas assez préparés spirituellement, politiquement, intellectuellement, voyez-vous, et même culturellement. La faute, c'est quoi? Le système éducatif, la famille, le système politique? Je dirais le tout. Parce que lorsqu'il faut ériger des hommes capables de défendre leurs terres héritées de leurs ancêtres, il ne faudrait pas seulement recourir à l'école. Parce que tout le monde n'ira pas à l'école, même lorsque nous voudrions assez que tout le monde aille à l'école. Il faudrait que la famille fasse son rôle. Et pour que la famille joue son rôle, il faudrait que la famille se voie aussi déchargée quelque part par l'État. Donc l'État doit aussi se poser la question si les parents au sein des maisons respectives sont encore en train de jouer leur rôle de parents. N'ont-ils pas perdu leur autorité à cause du chômage, à cause de la famine, à cause de tout ceci? Est-ce que les enfants sont encore sous la responsabilité, sous l'autorité responsable de leurs parents, ou à cause des situations sociales que nous connaissons, les parents se sont déclarés démissionnaires? L'État doit aussi penser à l'école. Et penser à l'école voudrait que nous ayons une école qui nous soit propre. Pourquoi? Monsieur Fabien, l'école, ce n'est pas le lieu où les enfants vont pendant 9 mois et ressortent avec des papiers qu'on appelle bulletins ou qu'on appelle diplômes. L'école, c'est l'industrie qui transforme les enfants ayant des potentiels moyens pour les orienter avec des capacités cognitives, intellectuelles, scientifiques, afin que ces enfants, à leur tour, soient capables de résoudre les problèmes que la nation ou la communauté nationale est en train de connaître. Ce qui fait qu'il faudrait que l'école ne soit pas une école telle que nous l'avons héritée, d'ailleurs fidèlement, mais que ce soit une école qui correspond aux besoins de la société congolaise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans une société qui se respecte, l'école, c'est la réponse aux problèmes de demain. Il faudrait que nous pensions d'abord à quel type de problème nous aurions demain,
pour qu'à l'école, nous puissions équiper nos enfants, leur donner des savoirs, des compétences susceptibles d'aider ces enfants, une fois sortis de l'école, à être techniquement équipés à résoudre les problèmes que la société va rencontrer d'elle-même, mais aussi à faire rayonner cette société dans le concert des nations. Et c'est de là que vous permettez que j'insiste sur la transformation du citoyen congolais ou encore de la population congolaise en capital humain. Aujourd'hui, les économistes le savent. On disait hier que plus une population est grande, plus la nation a des chances d'aller de l'avant. Aujourd'hui, on s'avère que c'est faux. Parce qu'une grande population peut aussi être une cause du sous-développement. Le tout dépend de la qualification de cette population. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous conseillons en leadership stratégique que chaque société devait transformer sa population en capital humain. Voyez-vous, capital humain, c'est-à-dire que nous avons investi dans notre population les connaissances nécessaires à faire pour que cette population, population non scolarisée, non instruite, devienne aujourd'hui détentrice de connaissances techniques, de connaissances adéquates, idoines, pour que demain, la nation ne soit plus au même niveau qu'elle a été hier. Ainsi, là aussi, nous avons besoin de nous poser des questions sur à quoi ressemble notre école. Une nation est dite intelligente lorsque sa population a d'abord, et là je vais insister, M. Fabien, lorsque sa population a d'abord ce que j'appelle l'intelligence de ses ressources. On ne dit pas d'une nation qu'elle est intelligente parce que le nombre de professeurs d'université se multiplie, parce que le nombre de diplômés universitaires se multiplie, ou encore parce que les diplômés d'État se multiplient. Une nation est intelligente aujourd'hui, en plein 21e siècle, que lorsqu'elle a d'abord l'intelligence de ses ressources. Cela signifie que lorsque vous comptabilisez les ressources que vous avez, vous devez vous poser la question si vous avez les savoirs idoines, les savoirs adéquats pour maîtriser, transformer, apprivoiser les ressources que vous avez. C'est-à-dire l'intelligence pour identifier les ressources, l'intelligence pour exploiter les ressources, l'intelligence pour transformer les ressources, l'intelligence pour exporter les ressources, l'intelligence pour échanger les ressources. Ça signifie qu'il faut une école du pétrole à Mwanda. Il faut une école du pétrole. Il faut une école du cuivre. Une école de la forêt ou de l'environnement. Il faut un institut national de l'environnement. Il faut une école une école du cuivre. En effet. Il nous faut une école de diamants. Sinon, nous sommes diplômés, mais nous ne sommes pas intelligents. Lorsque vous allez, par exemple, dans quelques coins de l'Afrique de l'Ouest, vous rencontrerez un peuple qu'on appelle les Touaregs. Ils n'ont rien. Ils n'ont que le désert. Mais ils ont l'intelligence du désert. Vous allez aux Émirats arabes. Ils n'ont pas assez de diplômes, comme certains pays africains aujourd'hui. Mais ils ont l'intelligence de leurs ressources. Il n'est pas normal que nous manquions un institut national de l'environnement. Il n'est pas normal que nous manquions un institut national de l'agronomie lorsqu'on a plus de 80 millions d'hectares de terres arables avec une capacité de nourrir l'Afrique tout entière. Et si on met avec le Brésil, la planète tout entière. Il n'est pas normal qu'on manque de techniciens, de docteurs en agronomie. Il n'est pas normal que nous manquions des instituts nationaux, un institut national, voulais-je dire, sur l'hydrographie, avec tout ce que nous avons comme richesse hydrographique. Il n'est pas normal que nous manquions un institut national de géostratégie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a 9 voisins, ça fait 9 partenaires, mais aussi 9 potentiels ennemis. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Vous comprenez? Donc Dieu attendait de nous que déjà en 2023, que nous ayons quelque part un institut national de géostratégie où il y a une catégorie de jeunes gens congolais qui vont être formés. Parce qu'aujourd'hui, nous nous plaignons du Rwanda. Mais laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste,
Le Rwanda, c'est encore passable. Qu'adviendra-t-il le jour où l'Angola aura la même méchanceté ou la même animosité que le Rwanda? Est-ce que nous avons déjà évalué l'impact Donc, d'un Angola? Il faut anticiper les dangers, anticiper et c'est cela, cette méchanceté. c'est cela le leadership stratégique, la capacité de se protéger dans le long terme. Nous devons quitter l'immédiateté. Voyez-vous? Nous devons quitter la culture de la cueillette. La cueillette, nous devons quitter. Nous devons anticiper. Qu'est-ce qui arriverait le jour où l'Angola, avec ce qu'il a comme budget militaire, qui est de loin supérieur au Rwanda, avec ce qu'il a comme expérience en matière de guerre, qui est supérieur au Rwanda, avec la proximité que l'Angola a avec les sièges de nos institutions, mais encore avec la longue étendue que nous partageons ensemble, plus de 2000 km. Donc, le plus grand danger à craindre du point de vue géostratégique pour nous, Congo, ce n'est pas le Rwanda, c'est l'Angola. Mais est-ce que nous avons déjà des spécialistes qui peuvent s'attarder sur la question? Et le jour où le Congo d'en face, séparé d'un fleuve, qu'on peut traverser en moins de 7 minutes avec un canot rapide, se réveillera d'un mauvais pied pour dire, bon, voilà. Donc, le leadership stratégique, c'est justement ça, le fait d'anticiper. C'est projeter dans les 30 prochaines années. C'est faire des scénarios. Qu'est-ce qui arriverait? Mais toutes ces stratégies doivent être étudiées avec des propositions aux dirigeants par des penseurs, des philosophes, de coachs en leadership que vous êtes, à travers des structures comme les think tanks qui font moins de bruit à la télé, mais qui font des propositions concrètes aux dirigeants. Pour arriver à faire ça, qu'est-ce que ça demande, ça nous demande? Ça demande premièrement que les dirigeants comprennent le besoin. Si les dirigeants ont du mal, depuis l'indépendance, à comprendre quels sont nos véritables besoins, nos besoins vont au-delà de la politique. Nos véritables besoins sont d'ordre existentiel. Et pour cela, la coloration politique doit céder la place à l'intelligence. Ceci devrait amener les dirigeants à encourager l'existence de think tanks, l'existence des observatoires, l'existence de encourager ou encore mettre beaucoup plus de paquets dans ce que les universités font. Parce qu'à l'absence de think tank, les universités le font déjà. Aujourd'hui, est-ce que nos dirigeants, nos services d'intelligence, c'est comme ça que je les appelle, au lieu de les appeler les services de renseignement, parce que la meilleure appellation, ce sont d'abord les services d'intelligence. Est-ce qu'aujourd'hui, les services d'intelligence congolais sont-ils capables de nous énumérer ou encore de se donner à eux-mêmes le nombre de travaux scientifiques qui ont été élaborés à l'université de Lubumbashi, à l'UPEN, à l'université de Kinshasa, à l'université Bell Campus, partout ailleurs, qui ont déjà eu à traiter sur la question de l'Est, qui ont déjà eu à traiter sur la question de la sécurité. Et quelles sont les recommandations qu'ils ont ressorties de cela qu'ils ont faites? Parce que vous avez des chercheurs qui ont travaillé avec leurs propres frais, mais pour le bien de l'État. Donc tout ce que l'État a à faire, c'est de venir glaner et mettre ça ensemble. Vous savez, lorsque Saddam Hussein prend l'idée suicidaire d'aller envahir le Koweït, la CIA a eu à répondre efficacement, aussi parce qu'il y a eu un jeune Koweïtien qui, 7 ans avant, avait eu à travailler sur, je crois il était de l'université de Stanford, qui avait eu à travailler sur le velléité que Saddam Hussein dans le travail scientifique. Dans un travail scientifique. Oui. Mais les velléités de Saddam Hussein de l'Irak vis-à-vis du Koweït. Donc au proche, dans le Golfe. Voilà, très bien. Et on a juste sorti ce travail, on a consulté les résolutions, et parmi ces résolutions, on a eu à appliquer. Donc, lorsque nous ne souffrons pas par manque de savoir. Le Congolais a un savoir extraordinaire.
Mais le problème, c'est encadrer ces savoirs. Vous parlez de l'école. De l'école. L'école. Mais à la sortie d'Égypte, les Juifs étaient des esclaves. Ce n'étaient pas les citoyens de la classe moyenne ou de la haute classe. Non. Ils n'étaient pas suffisamment instruits. Non. Mais ils ont observé ce que le génie égyptien faisait. Oui. Sauf Moïse. Voilà. Et quelques fils qui travaillaient comme serviteurs dans certaines sphères. Voilà. Mais arrivé au désert, Dieu dit à Moïse, j'ai choisi Bethsaël. Et l'autre, c'est qui? Le nom va venir. Oliab. Oui, j'ai mis en eux l'intelligence et l'esprit d'inventer toutes choses. Oui. Et c'est Moïse qui va s'appuyer sur ce socle, sur ces prérequis ou ces atouts pour construire le tabernacle selon le modèle de Dieu. Et Moïse allait inspecter et il constata que tout était exécuté selon l'ordre de Dieu. Il a envoyé les espions à Jéricho. 12. Quand vous voyez tout ça, il n'y avait pas l'école. Ni l'école de haute stratégie ou de géostratégie ou d'intelligence. Il n'y avait pas les relations internationales. Il n'y avait pas les mines. Il n'y avait pas les bâtiments comme ILBTP, ainsi de Esaü. Alors, comment, quand nous essayons de comparer, nous constatons que le génie créateur est plus que l'école. Le génie créateur est plus que l'école, ça c'est vrai. Mais il faudrait maintenant se poser la question, au fait, c'est quoi l'école? Quand on parle de l'école, on ne parle pas des bâtiments. Quand on parle de l'école, on ne parle pas des infrastructures. Quand on parle de l'école, on parle avant tout du savoir et de sa transmission. C'est ça le but de l'école. L'école est conçue pour penser les savoirs, améliorer les savoirs, mais aussi transmettre le savoir aux générations à venir. Voyez-vous? Donc, quand Dieu dit à Josué, à Moïse plutôt, de prier, de oindre Oliab et Bethsalel, mais vous constaterez que Bethsalel et Oliab, à eux seuls, ne pouvaient pas construire les tabernacles. Et ils ont reçu l'esprit du savoir. Mais ils avaient le devoir d'inculquer ce savoir aux autres qui allaient travailler avec eux comme co-ouvriers. Donc, dès l'instant où il y a transmission du savoir, c'est ça l'école. Même si on mentionne, on n'évoque pas le mot école, c'est ça l'école. Si nous croyons au génie que nous avons, il faudrait encadrer ce génie. Il faudrait protéger ce génie. Il faudrait encenser ce génie jusqu'à l'ériger en modèle. Voyez-vous? Et nous avons un sérieux problème, c'est que nous pensons école en termes d'infrastructure. Regardez plusieurs années, lorsqu'on parle souvent des écoles, on vous parle des bancs, on parle des infrastructures, on parle de ce qui a été construit, mais on ne voit pas ce que les enfants deviennent en sortant de l'école. Raison pour laquelle vous constaterez que nos grands-parents, qui à l'époque coloniale, pouvaient s'arrêter à ce qu'ils appelaient 4 ans post-primaire, monsieur Fabien, vous constaterez que ce monsieur-là pouvait lire et écrire mieux que l'universitaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous avez affaire à un universitaire, un diplômé d'université, vous l'écoutez parler, vous lisez ce qu'il écrit, vous allez vous rendre compte que les diplômés de 1976 ou 1975 n'ont rien à envier à celui-ci. Pourquoi? Nous avons multiplié les infrastructures tout en négligeant ce qui faisait la force de ces infrastructures. Donc, quand on parle de l'école, ce n'est pas d'abord la qualité de bancs, ce n'est pas d'abord la qualité du bâtiment, c'est la qualité de ce qui est transmis comme savoir. Et on ne peut pas parler de la qualité du savoir si on ne parle pas du savant. Pourquoi? Parce que la qualité du savoir est aussi proportionnelle à la qualité de vie du savant. Ce qui signifie, lorsque nous parlons de réforme du système éducatif, il n'est pas seulement question de mettre de la peinture, d'aménager ou encore tel bâtiment, mais c'est poser la question sur la qualité du savant. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Oui. À quoi ressemble le niveau de nos enseignants? Ont-ils la même motivation qu'ont eu leurs enseignants? Ou bien les enseignants d'aujourd'hui viennent pour enseigner pour l'argent? Pourquoi? Parce que la transmission du savoir est un apostolat.
Les enseignants sont des apôtres. Quand je dis apostolat, c'est-à-dire on est prêt à transmettre même gratuitement. C'est la passion. Mais vous n'allez pas laisser quelqu'un transmettre gratuitement. Il faudrait une prise en charge du savant. Et c'est ça les grandes questions que nous devons nous poser. Mais lorsque vous constatez qu'en 2006, lors des élections de 2006, 28% des professeurs d'université étaient prêts à se faire élire comme député national et député provincial, là je vous donne des statistiques. En 2006, 28% des professeurs d'université, chefs de travaux, disons enseignants dans nos universités, étaient prêts à se faire élire comme député national ou député provinciaux. Cela pose déjà un sérieux problème sur l'avenir de l'école. Pourquoi? Parce que les enseignants se rendent compte qu'il n'y a pas assez d'avenir dans l'école, mais il y a plus d'avenir dans la politique. Or, justement, la politique devait dissuader les savants, pour les amener à rester dans le temple du savoir qui est l'école, qui est l'université. La réforme du système éducatif devrait commencer par le contenu. Est-ce que le contenu... Le contenu des enseignements, ensuite... La qualité des savants ou de ceux qui transmettent les savoirs. Les enseignants. Les infrastructures, oui. Mais aussi l'adéquation entre le contenu que l'on donne aux enfants et les problèmes du futur. Parce que les enfants ne doivent pas étudier pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Les enfants doivent étudier pour résoudre les problèmes de demain. Vous êtes un homme bien formé. Vous connaissez ce principe, ce dicton en latin qui dit « Non scolae sed vitam non discimus ». Qui veut dire? Nous étudions non pas pour l'école, mais pour... la société. Pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. Alors quand on forme pour la vie, voilà. On ne forme pas pour la société. Non. Est-ce que ce n'est pas un drame qu'on prépare? Dans le livre, il y a quelque part, j'ai posé la question, devons-nous avoir une école pour la société ou bien une société pour l'école? Très bonne question. Et que j'ai laissé les lecteurs répondre à la question. Que devons-nous avoir? Une école pour la société ou une société pour l'école? La survie de la société repose dans la qualité de l'école. La survie de la société repose sur la qualité de l'école et non pas sur la qualité des hommes politiques. Les institutions passent, mais les savoirs, quand les institutions passent, quand les individus passeront, c'est la qualité du savoir qui va nous aider à trouver très vite une meilleure alternative. Et pour cela, nous devons savoir que nous devons placer assez de moyens sur le budget de l'éducation nationale, comme l'ont fait toutes les grandes nations du monde. Vous dites que les grandes nations n'ont jamais été l'œuvre des super gouvernements, non, mais plutôt celle des grands peuples. Voilà. Oui, et ces mêmes grands peuples sont caractérisés par leur sens élevé du patriotisme. Il faudrait, et ici je vais encore... Apparemment, c'est la masse qui doit emballer même l'élite. Parce que l'élite émane de la masse. Ils sont notre émanation. C'est comme ça qu'Alexis de Tocqueville dit, avec ou sans démocratie, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Ça, c'est Alexis de Tocqueville. Et ici, je dis qu'il faudrait un grand peuple et non pas un grand gouvernement. Mais nous inversons les choses. Nous attendons un gouvernement spécial, un gouvernement qui mettra fin à nos problèmes. Des guerriers. Oublions que la plupart de ces membres du gouvernement émanent de la même moule que nous. Donc, il faudrait que l'école se donne aussi comme devoir, que les hommes des médias se donnent aussi comme devoir de pouvoir enseigner aux Congolais le patriotisme. Que les hommes d'église prêchent aussi aux Congolais le patriotisme. Pourquoi? L'église est apolitique, l'église ne fait pas la politique. Mais le patriotisme est divin. Voilà pourquoi même Jésus a été appelé Jésus de Nazareth. Il dit, je suis venu d'abord pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Ok? C'est Dieu qui a établi les nations. Donc, l'église devait elle aussi enseigner le patriotisme. Amener les gens à transcender les lignes ou les murs du tribalisme, de l'esprit partisan, du politisme, pour construire finalement ces bâtiments qui ne va jamais s'écrouler, qu'on appelle le patriotisme. Ça signifie quoi le patriotisme? D'abord le Congo, après le Congo et finalement le Congo. Très bien dit. Silas Mumil Makango, vous êtes justement consultant en leadership. Vous avez d'autres casquettes. Conférencier, vous êtes écrivain,
ces pensées, tout ce que vous venez de dire, sont couchés dans couchés l'ouvrage intitulé « Les bâtisseurs des nations, émergence d'un leadership collectif ». Et il a dit que la vertu d'un leader, c'est le mentorat. Il faut former ceux qui doivent vous succéder ou qui continuent l'œuvre, votre vision. Et par moments, s'effacer n'est pas se faire indispensable. Yeah. Il y a l'humilité, l'effacement ou comment on dit, l'effacement du moi. Vous êtes également docteur, c'est votre ministère dans l'œuvre du Seigneur, homme d'affaires, et dans la science, vous préparez 2 thèses, l'une en politique internationale et la seconde en management stratégique opérationnel. Vous avez compris que vous avez plusieurs casquettes. On a besoin des hommes au Congo qui aiment le Congo et qui peuvent travailler pour le changement des choses dans le bon, sans exclure personne. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. On n'a pas encore équipé le Congo, ni occupé le Congo. Voilà. Il y a suffisamment de place. Prenez l'avion, vous allez voir qu'on a besoin de plus de gens, mais de gens qui aiment le Congo. Merci. C'est à moi de vous dire merci. Excellente journée. Merci pareillement. Merci. Voilà, nous avons aussi fini par ici. On vous retrouve demain, si l'Éternel nous donne encore la force pour revenir avec nos blabla, peut-être avec un autre discours.